هذا العدد برعاية لي لابوغاتوار ليلي. Bonjour et Saha Ramdankom. Nous entamons notre série d'émissions consacrées, comme annoncé précédemment, au diabète, exclusivement, cette maladie chronique qu'il ne faut pas prendre à la légère. Avec nos invités, nous vous donnerons des conseils utiles pour apprendre à vivre avec cette pathologie. Il s'agit surtout d'une histoire d'hygiène de vie, entre alimentation, sport et bien d'autres conseils à encourager. Diabète et Ramadan, tous les ans, le sujet revient systématiquement, inévitablement. Quelles sont les nouveautés abordées cette année à connaître en la matière? Quelle différence entre diabète de type 1 et diabète de type 2? Quels sont les risques du jeûne? Quelles sont les conséquences du déséquilibre glycémique? Qu'en est-il vraiment du traitement durant cette période particulière? Le test de glycémie également. Le Ramadan 2020 n'est pas comme tous les autres, il faut le dire. Le confinement en raison du Covid complique les choses. Alors, que faut-il faire alors? On est carrément dans une situation de sédentarité, on ne bouge pas assez. Quels sont les dangers compliqués cette année puisqu'on est privé de sortie la nuit? Et donc, attention, risque de rester en face la télé et grignoter tout le temps, sans arrêt. Bonjour les dégâts, excès de sucre et excès de gras. Nous en parlons avec nos experts. Healthy Healthy vous souhaite la bienvenue. Nous avons le plaisir de recevoir pour en parler le professeur Nassim Nouri. Bonjour, vous êtes endocrinologue, diabétologue et chef de service endocrinologie et diabétologie au CHU Ben Badis de Constantine. Vous êtes également formateur en éducation thérapeutique. Merci beaucoup d'être avec nous, professeur, et surtout, merci de nous donner de votre temps. Vous êtes à l'hôpital d'ailleurs ce matin. Oui, bonjour Ahmed, bonjour Walid. Effectivement, ravi d'être parmi vous, donc dans Healthy Healthy. Et bienvenue à tous ceux qui vont, j'espère, profiter de ce débat, on va dire, de ce petit débat. Donc, Monaqasha, maintenant, on va essayer un peu d'aborder les différents sujets. Je pense des questions qui reviennent à chaque fois, des internautes, des patients, des malades de Sokor, et surtout de l'entourage, parce qu'on va parler aussi de l'entourage, ceux qui sont à côté de ces patients-là. Merci beaucoup. Docteur Walid Benazala, médecin qui s'investit énormément dans l'éducation thérapeutique. Merci également d'être avec nous. Merci à vous pour l'invitation et bonjour à tous. Alors, professeur, je vais commencer avec vous cette réflexion diabète et Ramadan. Il faut le dire qu'elle revient tous les ans, inévitablement. Quelles sont les nouveautés pour cette année 2020? Qu'est-ce que vous pouvez nous apporter comme nouvelle information concernant ce fameux sujet diabète et Ramadan? Très bien. Donc, ce sujet diabète et Ramadan revient à chaque année. Donc, s'il y a des médecins qui sont parmi nous, dans l'auditoire un peu, ou même les patients, donc, chaque année, à la même période, on s'organise pour parler de l'association diabète et Ramadan. Donc, on s'organise au niveau de la société civile, des associations de patients et tout ce qui s'ensuit pour vulgariser. Et et puis surtout, on essaye de faire aboutir l'information pour nos confrères, nos confrères, nos MGDiab, donc ceux les médecins généralistes qui s'occupent du diabète, et bien sûr nos collègues et confrères spécialistes, diabétologues, internistes, et tous ceux qui travaillent face aux patients, donc qui ont un patient qui est diabétique. Ça peut être n'importe quelle spécialité, les infectieux, les chirurgiens, tout le monde est face à cette pathologie-là. Effectivement, il existe donc un congrès international qui est le DAR, Diabetes and Ramadan, yani diabète ou Ramadan. Cette organisation mondiale, maintenant qui est devenue mondiale, c'était un petit groupe au départ qui maintenant s'est relié à l'IDF. L'IDF, c'est la Fédération internationale du diabète. Donc, elle s'occupe du diabète. Et donc, ce congrès qui est devenu un rendez-vous incontournable de la diabétologie mondiale, auquel j'ai eu la chance d'y assister au début de l'année, donc en janvier 2020,
donc avec un groupe d'amis et collègues, et nous avons assisté donc aux différentes mises à jour. Il y a des médecins du monde entier, du monde musulman et même du monde non musulman qui assistent pour connaître. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau? Le nouveau, c'est à peu près ce qui a été déjà abordé en 2019. C'est je connais somme, je connais mes sommes. Et deuxièmement, je connais somme, je connais mes sommes. On aborde aussi quelles sont les catégories des patients. Le patient catégorie 3, c'est le patient qui ne doit pas jeûner les mélèzes. Mouchissom. Catégorie 2, le patient qui devrait ne pas jeûner, yani min al-mustahsan ma yasomsh. Et la catégorie 3, c'est le patient qui yaqdr yasom. Je pense qu'on va aborder ça au fur et à mesure, Ahmed, parce que je pense qu'au fur et à mesure du débat, on va aborder ça. Il y a beaucoup de choses, mais on va essayer de simplifier au fur et à mesure. Très bien. Alors, docteur Benazala, aujourd'hui, ce qu'on craint le plus lorsqu'on parle de jeûner pendant le ramadan, c'est ce déséquilibre glycémique. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience à propos de ce point précisément? Très bien, merci pour la question. Alors, pour répondre à cette question, il y a eu une étude justement qui s'est intéressée à cet aspect-là, qui a été réalisée en 2017. Cette étude a touché 26 wilayas et à peu près un nombre de 1000 patients. Okay. Alors, parmi ces patients, majorité étaient des diabétiques de type 2 et un petit groupe était des diabétiques de type A. Alors, qu'est-ce que cette étude a révélé sur le comportement des patients diabétiques durant le ramadan? Alors, premier constat, c'est que la majorité des patients jeûnaient pendant le ramadan, ils sont bons. Alors, les diabétiques de type 2, 90% des patients faisaient le ramadan. Et les diabétiques de type 1, 70%. Donc, ça, c'est le premier constat. Deuxième constat, les patients étaient déséquilibrés durant le ramadan, puisque la moyenne de la glycémie était autour de 2 grammes. 2 grammes de diabète n'est pas équilibré. Troisième constatation, ce sont les complications, les épisodes d'hypoglycémie. Ça touchait 30% des patients, c'est-à-dire un patient sur 3, les sommes, faisait au moins une hypoglycémie durant le mois de ramadan. Et les patients diabétiques de type 2 étaient plus exposés à faire l'hypoglycémie que les patients diabétiques de type 1. Quatrième constat, c'est le nombre de jours jeûnés. Donc, les diabétiques qui étaient classés au risque ou très haut risque représentaient plus de 50%. Alors, ces diabétiques-là, comme disait le professeur Nouri, كاين normalement ما يصوموش وكاين اللي من المستحسن ما يصوموش. Alors, ces patients-là jeûnaient jusqu'à 26 jours. 26 jours, c'est pratiquement la durée totale du ramadan. Et les autres qui étaient à faible risque ou à risque modéré, ils jeûnaient jusqu'à 28 jours. Et cinquième constat, c'est qu'il y avait un manque d'éducation thérapeutique. Donc, les patients n'étaient pas vraiment bien préparés, bien éduqués pour jeûner durant le ramadan. Et sixième constat, qui n'est pas des moindres, et d'ailleurs c'est assez curieux, c'est quelque chose qu'on a retrouvé chez nous, qu'on ne retrouve pas dans les autres études. C'est quoi? C'est que les patients durant le ramadan, ils faisaient moins de contrôle glycémique. C'est comme si les patients diana ما يحوش يفهم شحال راهو السكر ديالو pendant les راهو يصوم. Et donc là où certains patients, si on dit par exemple que 50% des patients sont à haut risque ou très haut risque, normalement ils devraient faire plus de contrôle. Alors que chez nous, ils font moins de contrôle comparé aux autres pays. C'est peut-être pour eux le fait de jeûner, il y a zéro risque. C'est dans le subconscient. Peut-être ça, ou aussi je me dis je jeûne, je ne veux pas savoir la glycémie ou on somme. D'accord. Voilà, professeur Nouri, peut-être qu'il faudrait réexpliquer de nouveau cette histoire de diabète type 1 et type 2 pour ceux qui nous regardent. Oui, Ahmed. Alors, le type 1 et le type 2. Alors, on a en gros deux types de diabète. Le type 1, c'est celui qui est anciennement appelé diabète insulinodépendant, c'est-à-dire qu'il est mis à l'insuline. Dès le départ, c'est un diabète qui apparaît au jeune âge. Et le type 2, c'est un diabète qui apparaît à un âge mûr. Ça, c'est caricatural parce que dans le cas, on peut avoir un type 2 d'un adolescent, on peut avoir un type 1 d'une personne qui a 50 ans. Donc, mais en gros, c'est ça. Alors, le type 1, comme a dit Walid, c'est celui qui appartient à la catégorie très haut risque. Mais il ne doit pas jeûner. Il ne doit pas jeûner parce qu'il ne doit pas jeûner. Bon, il existe des, comment dirais-je, des exceptions qui puissent jeûner, bien sûr, si le patient est très bien équilibré, s'il connaît la gestion de son diabète et tout ça s'ensuit, mais c'est clair, c'est-à-dire les ulama, c'est-à-dire il y a eu même le mufti d'Égypte a parlé dans le congrès.
Donc, le congrès auquel on a assisté, Jean Moufti al Saoudia ou Moufti al Masr, il y a eu réellement, d'un point de vue religieux, c'est simple, cette catégorie ne doit pas jeûner. Hein. Les diabétiques de type 2, par contre, il y a ceux qui peuvent jeûner, ceux qui ne peuvent pas jeûner. C'est-à-dire, j'ai été abordé par un patient, il me dit, je suis sous simple metformine. C'est-à-dire la fameuse metformine, un comprimé, c'est un comprimé qui est antidiabétique, qui n'est pas hypoglycémien. Et comment ça se passe? Le diabète est très bien équilibré. Par contre, un diabétique qui est en dialyse, ou là, qui a une insuffisance rénale, qui a une HTA très mal contrôlée, qui a d'autres pathologies, une pathologie cancéreuse, ou là, qui a une pathologie vasculaire, il ne doit pas jeûner. Donc, vraiment, ça revient au risque. Type 1, il ne jeûne pas. Type 2, en gros, il jeûne. Type 2, si il est bien équilibré et qu'il n'a pas de comorbidité, il jeûne. S'il a des problèmes, il ne jeûne pas. Si je peux le dire, il sait qu'il peut jeûner. Et généralement, je suis en train de vous dire ça, mais comme a dit Walid, diabétique type 1, haram alik, ما تديش نفسك للتهلكه يقول لك وي داكور راني ما نصومش يخرج من الدار يخرج من عندك من لو بيرو il va faire carême. Donc des fois on est obligé et majoritairement on est obligé même si ces patients ne doivent pas jeûner de les accompagner pendant leur jeûne et c'est ça tout le challenge qu'on devrait faire et qu'on a à gérer. Très bien. Docteur, comment alors du coup doit se préparer une personne diabétique pour le Ramadan avec l'arrivée du mois sacré? Très bien. Alors, la préparation avant le mois de Ramadan est très importante. Elle est très importante, surtout pour les personnes qui insistent pour jeûner. Donc, la préparation ne se fait pas une semaine avant, elle se fait 1 à 2 mois avant le mois de Ramadan. Donc, il va chez son médecin, il lui dit, voilà, je veux jeûner. Et le médecin, donc, il est à l'écoute de son patient, il va l'accompagner. Alors, cet accompagnement se fait à travers une préparation et une éducation thérapeutique. Alors, l'éducation thérapeutique pour la préparation du mois de Ramadan, elle va donc toucher différents domaines. Le premier domaine, c'est la planification des repas. Donc, le médecin, le malade dialo, il fait également en fonction de son état parce que chaque cas est un cas. Deuxième domaine de préparation, c'est l'activité physique. Bien sûr, et on va y revenir peut-être un peu plus tard, surtout cette période qui est très spéciale. Donc l'activité physique est importante, mais l'activité physique aussi, elle a c'est le cadre dans lequel elle doit être exercée. Troisièmement, c'est l'autosurveillance glycémique. Là aussi, quand est-ce qu'il doit prendre sa glycémie, combien de fois par jour, etc., en fonction de son traitement, en fonction de son état, en fonction des complications et des comorbidités. Quatrièmement, c'est la prise des médicaments. Alors, si c'est des médicaments par voie orale, et quelle est la quantité, etc. Et si c'est de l'insuline, donc si le patient prend de l'insuline, il y a différents types d'insuline, chaque insuline, comment elle agit. Donc, c'est l'adaptation du schéma thérapeutique. Dans certains cas, le schéma peut rester exactement le même qui Ramadan ou là en dehors du Ramadan. Dans d'autres cas, et souvent le médecin est appelé à modifier le schéma pour accompagner son patient et justement le patient doit être éduqué dans ce sens. Donc voilà la préparation, comment elle se fait pour permettre in fine à quoi le but, qu'est-ce qu'on cherche, c'est que le patient diabétique somme Ramadan de la façon la plus sûre qui soit en évitant les complications. Et tout risque qui peut survenir. Absolument. Professeur Nouri, pour les insulinodépendants, comment doit se faire le comportement, voilà, et carrément, quelle méthode suivre justement avec le traitement quand on est insulinodépendant? Alors, quand on est insulinodépendant, la pierre angulaire de la gestion des patients insulinodépendants est l'autosurveillance. L'autosurveillance, on doit se piquer le matin à jeun quand on se lève, dans la journée vers midi à peu près, hein, aux alentours de 17h, c'est-à-dire en fin de journée, parce que la personne, surtout quand elle travaille, donc c'est là où elle rentre à la maison, ou là, après une journée de travail, donc on peut savoir, oui, avant le ftor, après le ftor, et c'est là le boom, hein, quand je dis boom, c'est vraiment peu par rapport à ce qu'on a, donc avant le ftor, après le ftor, et surtout la nuit, à ceux qui, les sahros, les mesahros, donc ça aussi, ça rentre en jeu. Donc, bref, la multiplication, en principe, on est au minimum 4, 5, voire 6 contrôles
par jour. Ça, c'est le prime abord. Deuxièmement, savoir quand est-ce qu'il faudra couper, c'est-à-dire rompre le jeûne ou pas. Rompre le jeûne, une glycémie, chez une patiente qui est insulino-dépendante, qui est sous traitement, sous insuline, qui est à 0,70, on doit rompre le jeûne. 0,70 ou sous insuline, ça veut dire qu'il risque, en marchant, en faisant, il risque l'hypoglycémie. L'hypoglycémie est à redouter et c'est la plus grosse frayeur qu'on puisse avoir, parce que qui dit hypoglycémie dit resucrage, mais si on la sent, il existe des gens qui ne sentent pas l'hypoglycémie. Il est en train de discuter, ceux qui font beaucoup d'hypoglycémie, ils ne les ressentent plus. Un patient qui est à 3 grammes, on commence à perdre, à uriner, c'est-à-dire il risque la déshydratation, surtout les personnes âgées. Qui dit déshydratation dit risque de thrombose, c'est-à-dire il y a les vaisseaux. Et ça risque de faire des accidents aigus. Donc, quand est-ce qu'il faut rendre? Pour cela, pour savoir, il faut réellement augmenter le nombre de piqûres, c'est-à-dire de contrôle au bout du doigt. Et puis, bien sûr, ça dépend des types d'insuline qu'on est en train de dire. Walid a abordé cela. Ça dépend des types d'insuline. Il y a ceux qui font ce qu'on appelle un basal plus ou un basal bonus, c'est-à-dire qu'ils prennent une lente, s'injectent dans la cuisse le soir à 22h, et des rapides au moment du phtor et au moment du sphor. Donc là, ici, au moment du phtor, c'est une dose qui était déjà l'équivalente à le midi, le repas du midi, ou le repas du soir, donc il garde la même dose. Le sphor, il va diminuer en fonction de ce qu'il va manger. Donc pour ceux qui sont sous insuline prémixée, généralement, les insuline prémixées, ce sont 2 doses, voire 3 doses dans la journée. Généralement, ils vont garder 2 doses. Une dose totale vers le repas phtor, et puis la moitié de la dose vers sphor, s'il y a sphor. Donc, en gros, ceci se gère avec le médecin traitant. Et la pierre angulaire, encore une fois, de la gestion des patients sous insuline, savoir quand rompre le jeûne, surtout. Deuxièmement, adapter les doses à l'activité, étant donné qu'on va avoir une activité, donc peut-être réajuster les doses. Et surtout, si c'est un basal plus ou un basal bonus, comme on l'a dit, donc j'injecte en fonction la lente, généralement, on ne la touche pas. Les rapides, on les donne en full dose au full phtor et à la moitié de la dose sphor. Pour les prémixés, full dose full phtor et moitié de la dose sphor. Et généralement, c'est géré par le médecin traitant. Alors, docteur, cette année, il faut dire que le ramadan est un peu particulier. Covid, confinement, le contexte est complètement différent. Absolument. Déjà, Ramadan, c'est une période très spéciale. C'est une période où on vit des choses qu'on ne vit pas le reste de l'année, notamment le fait de rester avec sa famille, les regroupements familiaux, etc. Cette année, c'est très spécial. Il faut savoir qu'il y a un ensemble de facteurs avec ce confinement dont l'un agit sur l'autre. C'est des facteurs qui sont interconnectés. Alors, quel est justement ce confinement? Qu'est-ce qu'il apporte de particulier à la période de Ramadan qui est déjà spéciale? Premièrement, ça augmente le stress, l'anxiété et même parfois ça conduit carrément à la déprime ou la dépression du patient diabétique qui à la base est déjà fragile. Okay? Et donc ce confinement-là va jouer sur le moral des personnes et ce stress va jouer sur la glycémie qui, elle, va encore provoquer plus de stress et c'est un cercle qui continue. Donc, deuxièmement, l'activité physique. Alors, soit on est dans un contexte où on ne fait pas du tout d'activité physique, on est tout le temps à la maison, face à la télé, etc. Soit on est dans un contexte qui est tout à fait opposé, c'est-à-dire la personne, elle se dit « je dois absolument bouger » et elle peut s'exposer à faire des hypoglycémies si elle fait trop d'exercice. Troisièmement, c'est le sommeil. Alors, le sommeil, on le sait tous, est très perturbé durant la période du Ramadan. Et avec le confinement, là aussi, on peut être dans les deux extrêmes. Soit on dort énormément, beaucoup, soit on ne dort pas assez, ou il y a une interruption du sommeil à plusieurs fois par jour. Il faut savoir que tout trouble du sommeil agit sur la glycémie, détériore l'équilibre glycémique. Quand on ne dort pas assez, ça détériore. Quand on dort beaucoup, ça détériore aussi. Quatrièmement, c'est la quantité de repas. Là aussi, on est à la maison, on est en face à la télé, on aura peut-être tendance à manger beaucoup plus que d'habitude. C'est-à-dire, absolument, à grignoter tout le temps, on est à col, j'ouvre le réfrigérateur, etc. Donc ça aussi, il faut faire attention.
Cinquième élément, qui est aussi l'observance du traitement, parce que quand on est confiné, on a peut-être tendance à oublier son traitement, à ne pas penser à son traitement, etc. Et aussi, un facteur qui est important, c'est le contact avec son médecin. Parfois, ce confinement peut aussi exposer au risque que le malade ne va pas vers son médecin. S'il a une urgence, il ne va pas aux urgences parce qu'il a peur, il خاف, il dit je risque نتعدى, etc. Donc, tous ces facteurs-là font que c'est une période qui est très spéciale. Et là, je souhaiterais juste souligner un facteur très important, c'est le rôle de la famille. C'est la famille, spécifiquement dans ce contexte de confinement, qui va vraiment aider le patient diabétique, il lui donne tout le support, etc. Un fait très simple, si par exemple le patient il voit une table qui est dressée des heures avant le ftar avec toute la nourriture, toutes les tentations, les sucreries, etc. Toute la belle déco. Absolument. Et la déco aussi, c'est clair que ça ne va pas l'aider et ça va le pousser à manger plus et manger davantage. Très bien, vous me tendez une perche pour justement poser la question au professeur Nouri. L'éducation thérapeutique, c'est ce qu'on fait principalement dans cette émission. Vous en êtes d'ailleurs formateur. Quels conseils pouvez-vous donner aujourd'hui à l'entourage familial de ce malade atteint de diabète pour qu'il puisse l'aider à jeûner, s'il peut jeûner, pour qu'il puisse l'aider à résister, j'ai envie de dire, professeur? Alors, en termes d'éducation thérapeutique, l'entourage est appelé les personnes ressources. Alors, d'ailleurs, ça revient un peu sur l'ensemble des guidelines, c'est-à-dire des guidelines internationaux sur le diabète, ils mettent ressources. Alors, quand on dit aux patients ressources, ils pensent aux ressources financières. L'argent, les moyens matériels, non. Les ressources, c'est une personne qui vit seule. D'ailleurs, nos aînés, nos seniors, dans notre culture, même si on va se perdre un peu, la personne âgée, elle est parmi ses siens. Même si elle est malade, elle est prise en charge, elle est gérée, les gens s'investissent à tour de rôle, ce qui a disparu un peu dans les sociétés européennes. D'ailleurs, nous, en Algérie, d'ailleurs, même la gériatrie n'existe très très peu chez nous, parce que le rôle de la famille est encore présent, même s'il est en déclin. Donc, si on revient au sujet du diabète, les personnes ressources et l'entourage sont le pilier de la prise en charge du diabète, surtout pendant le mois de Ramadan. Alors, l'entourage, il ne faut pas crier sur le patient. On a un papa qui est diabétique, on n'est pas des moralisateurs. La famille, il ne faut pas tout lire, les moralisateurs, la conscience du diabétique. Non. Vous voulez faire quelque chose, vous l'aidez en n'achetant pas de sucreries, en ne mettant pas, quand vous voulez aider le patient diabétique, vous le faites avec lui. Quand je dis la table bien dressée, on peut dresser une table magnifique avec un ensemble de salades, avec un ensemble de plats que tout le monde pourra manger. C'est-à-dire, il faut que le diabétique ne se sente pas exclu. Moi, je ramène Zlabia, je m'en tape 3 ou 4. Moi, Constantine, il y a un plat que je ne fais pas un peu l'éloge de Constantine, mais Ken al-Jouzia, qui est un nougat magnifique, exceptionnel, avec des noix et du miel pur. Et je vous dis que quand on en mange une, on a envie d'en manger 4. Bien inspiré, professeur. Très, très bien inspiré. Voilà. Donc, je rappelle Josia, avec l'ensemble des choses. Voilà, il est vraiment inspiré. Oui, à fond. Les aidants doivent tous participer, et c'est ce que je dois dire. En éducation thérapeutique, les personnes ressources sont primordiales donc, dans la prise en charge du patient diabétique. Il faut que tout le monde fasse l'effort pour aider ce patient-là à être bien. Et de toute façon, tout le monde trouvera son compte. Parce que c'est on dit encore tout à l'heure, peut-être on va aborder les choses avec Walid, sur les repas, il n'y a pas de repas spécifique pour le diabétique. Le diabétique peut tout manger, mais bonne chose et des choses adaptées à la situation. Alors, docteur, la notion d'en parler avec son médecin, c'est très, très important. Certaines personnes se disent « Mon cousin est diabétique, il fait carême, je fais comme lui ». Chaque cas est un cas, cette notion, on ne doit pas la prendre à la légère. Absolument. Et je dirais même encore pire, c'est que parfois le médecin insiste auprès de son patient et lui dit « Tu ne dois pas jeûner ». Donc le patient dit oui. Après Ramadan, et beaucoup de médecins vous le diront. Finalement, sans Ramadan, il ne s'est rien passé. Ça s'est relativement bien passé.
Alors, il faut savoir que, justement, relativement bien passé, qu'est-ce que ça veut dire? Quel équilibre glycémique avait le patient durant le mois de Ramadan? Aujourd'hui, nous sommes dans une médecine qui est centrée sur le patient et on parle de décision médicale partagée. Donc, pour les patients, et on l'a vu, les patients insistent pour jeûner. Ils veulent jeûner parce qu'il y a la dimension socio-culturelle, il y a aussi le poids de l'environnement, il y a la dimension religieuse, etc. Donc, le médecin est là pour accompagner le patient, mais l'approche est individualisée. Chaque cas est un cas. المريض ما يشبه لخوه. كل مريض عنده les spécificités ديالو, le niveau de glycémie ديالو, les comorbidités, الأمراض الأخرى اللي تكون مع مرض السكري, etc. Et cette approche-là, elle doit se faire avec son médecin traitant, en bien préparant le ramadan. Et on a vu, il y a eu des études qui ont été faites dans ce sens. Quand le patient est préparé, quand il reçoit de l'éducation thérapeutique, ça se passe bien. On voit même un équilibre après le ramadan. Et les patients qui ont reçu de l'éducation, les wujdo ramadan bien, avec le médecin diallo, ou les recommandations du médecin, etc., ont de meilleurs résultats, que ce soit sur la glycémie à jeun, l'hémoglobine glyquée, donc sur le poids, etc. Ils ont de meilleurs résultats que les patients qui n'ont pas reçu d'éducation thérapeutique ou les balaks décident sans suivre les recommandations et les conseils de leur médecin. Alors, professeur Nouri, malheureusement, on assiste ces derniers temps à une profusion d'interventions sur Internet, notamment sur les réseaux sociaux, de pseudo-spécialistes, des personnes qui prétendent être des experts en matière de conseils de diabétologie. Attention, il y a risque et j'ai l'impression que vous voulez avertir aujourd'hui contre ce genre d'intervention. Ahmed, j'espère ne pas te choquer. Et j'espère ne pas choquer ni Walid, ni l'ensemble des internautes, enfin, tout le monde qui est en train de nous suivre. Un peu en Algérie, c'est un peu comme la parabole. Tout le monde comprend. Hein. Comme tout le monde comprend le satellite, tout le monde sait gérer, tout le monde... Notre problème, Jazair, c'est que tout le monde parle. Tout le monde intervient. D'ailleurs, tout le monde est moufti. Hein. Haram, halal, tout le monde... Je ne veux pas rentrer dans ces détails-là, mais là, le diabète... Quand on en parle, si on en fait, d'accord, si on n'en fait pas, on ne peut pas parler en théorie. Moi, j'ai entendu des choses terribles. J'ai entendu des choses, des gens dire sur des émissions en direct, arrêtez votre insuline, ne la faites pas. Et quand vous êtes à 4 grammes, c'est bon, là, vous pouvez intervenir. Et je fais un appel solennel à tous ceux qui interviennent. Si vous êtes du domaine, et là, on se connaît, hein, maintenant que les gens vont venir, si les internautes vont venir regarder Healthy, ils disent professeur Nouri, ils savent que professeur Nouri fait du diabète. S'il va leur dire quelque chose, je me base sur des faits réels, sur ma formation. Je suis pas infectiologue. Je ne peux pas dire comment traiter le Covid ou tout ce qu'on suit. Je ne peux pas dire. Je sais ce que je lis, mais je ne suis pas au premier lieu. Ils disent beaucoup de choses. Et moi, je vous dis, halte à ces interventions. Tout le monde est nutritionniste. Là, on fait de l'endocrinologie, de la nutrition. On ne se vante pas être nutritionniste. On connaît les bases de notre pathologie, mais on ne s'étend pas sur autre chose. Tout le monde parle de choses. S'il vous plaît, ne dites pas des choses qui sont fausses. Ne donnez pas de faux espoirs à des personnes en leur disant non, vous pouvez le faire, non, vous ne pouvez pas faire. Ne dites pas aux gens arrêtez l'insuline. Ne dites pas aux gens prenez tel médicament. Il y a eu beaucoup de choses. À un certain moment, on a effleuré un peu le charlatanisme, un peu avec il y a quelques années, avec des gens qui ont proposé des médications qui étaient inadaptées. Bon, bref, je suis peut-être en train de choquer, mais j'assume ce que je suis en train de dire. Les gens qui ne sont pas du métier ne peuvent pas parler de Ramadan et diabète, ne peuvent pas dire aux gens arrêtez ou n'arrêtez pas votre insuline. Ceux qui connaissent ça peuvent en parler. Ça, c'est important. Je prends un peu cet air un peu solennel parce que c'est le temps, la situation est grave. On ne laisse pas les gens parler et dire n'importe quoi sur un sujet qui n'est pas le leur. Voilà, Ahmed, j'espère avoir passé mon... C'est très clair, professeur. Alors, vous parlez à l'instant du Covid. Je présume que pendant cette période d'épidémie de Covid-19, votre service a été déserté par les malades. Vous craignez une déferlante juste après le déconfinement, juste après un retour à la normale. J'imagine que vous vous attendez à une situation très inquiétante pour les malades diabétiques qui vont revenir à l'hôpital juste après.
Alors, ici aussi, Ahmed, c'est important d'en parler. Nous, dans notre organisation du service, donc le service gère donc, les hospitalisations qui ont chuté de façon drastique parce qu'on a pris réellement des patients urgents, un pied diabétique amputé ou une cétose diabétique. Alors, bon, bref, je ne vais pas parler des urgences qu'on a, mais nous avons une activité qui est dans les secteurs en périphérie, dans les EPH et les polycliniques et autres, oui, il y a eu cet état donc, de panique, ce qu'on comprend, où les gens ont compris, maintenant on traite le Covid. Et c'est le Covid et il n'y a rien d'autre. Donc du coup, les gens, le Covid, on est à 3000 patients, allez, on va dire 10 000 patients, hein, avec 1000 décès, j'espère qu'on n'arrivera jamais à ça. Mais il reste encore 43 900 et quelques qui sont diabétiques, hypertendus, qui ont un cancer, qui ont de l'HTA, qui ont des maladies de système, qui sont sous corticoïdes, qui sont sous des patients qui ont des lithiases biliaires, toutes ces personnes-là. Pour le moment, ils sont en train de faire le forcing. Je reste chez moi, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Mais à un certain moment, c'est comme un vase. Il va se remplir et ça va exploser. Et ces gens-là vont devoir venir et ça va réellement, comme vous l'avez bien dit, avoir une déferlante de patients. Ces gens-là, c'est ce que je leur dis. C'est pour ça que même les pouvoirs publics ont dit attention, n'oublions pas les patients, les autres patients. Et ils ont, bien sûr, avec les moyens qu'il faut, les bavettes, toutes les protections requises, gardé le contact avec son médecin traitant. Et ces patients-là ne doivent pas être utilisés. Il y a le Covid, certes, mais il y a toutes les autres pathologies qui sont à prendre en charge. Et on doit faire cet effort là-dessus, ne pas oublier que les patients doivent être pris en charge. La preuve, on est en train de parler de diabète et ramadan, on n'est pas en train de parler de Covid seul, parce que diabète et ramadan, il y a tous ces diabétiques, c'est les 3-4 millions de diabétiques qui vont jeûner en Algérie et qui n'ont pas de Covid. Tout à fait. Alors, généralement, les dernières minutes, on les consacre, comme d'habitude, aux questions des internautes qui nous suivent sur les plateformes web. J'en ai quelques-unes que je vous répercute aussitôt. Je commence avec vous, docteur. J'ai droit à combien de dates lors de la rupture du jeûne? Merci. Alors, on sait tous que les dates, chez nous, on les mange en chiffres impairs. Les chiffres impairs, ça commence par 1, pas par 3, 5, 7, etc. Et là encore, quand le diabète est très déséquilibré, nous déconseillons les dates. Mais de façon générale, on dit واحد ياخذ تمرة يكسر بها يعني يفطر بها يكسر بها الصيام ديالو والتمرة من المستحسن il vaut mieux que تكون رطبة يعني طرية ماشي يابسة parce que التمرة اليابسة elle est encore plus concentrée en sucre et elle a moins de fibres et moins d'autres oligo-éléments. Voilà. Professeur, peut-on manger sans restriction lorsqu'on est insulino-dépendant? La réponse est non, tout simplement. Parce que l'insuline, si vous dites majoritairement, l'insuline, oui, l'insuline, comment? C'est en stockant. Et si à la fin du mois de Ramadan, avec le confinement, on va vous faire sortir avec une grue. On vous prendra avec 100 kilos de plus. Donc la réponse est non. Très bien. Quand faut-il rompre le jeûne, docteur? Alors, pour faire très simple et rapide, quand on a une hypoglycémie, يهبط السكر تحت 0,7. Quand on a une hyperglycémie, السكر يطلع plus de 3 grammes. Quand on a des symptômes d'hypoglycémie ou d'hyperglycémie, il faut rompre le jeûne. Et là, je dirais juste, حاجة, il faut faire attention parce que souvent les malades يطيحوا en hypoglycémie وبعد يقول لك مازال نص ساعة الفطور، مازال ساعة. Il faut rompre même il est مازال نص ساعة parce que peut-être que dans une demi-heure, le malade est en coma. Donc, dès qu'on a ces signes-là, il faut rompre le jeûne. D'accord. Diabète et stress, professeur. Alors, la question est la suivante. Un diabétique est-il plus nerveux? L'Algérien est plus nerveux. Le diabète n'a rien à voir. L'Algérien est nerveux en général. Mais bon, le diabète, quand il est déséquilibré, est à l'origine du stress du patient et forcément, ça peut l'énerver un peu plus. Mais le diabète ne rend pas plus nerveux que ça. D'accord. Je n'arrive pas à boire beaucoup d'eau pendant la période de l'iftar. Que me conseillez-vous, docteur? Point très important, il faut savoir que la sensation de soif diminue avec l'âge. Donc, plus واحد يكبر, plus il a moins cette sensation. يقول لك مانيش عطشان. Donc, il faut s'hydrater et nous conseillons en général aux patients de prendre à peu près 10 verres d'eau
10 كيسان تاع الماء بين الفطور والسحور. Alors ce qu'il faut faire, c'est d'avoir de l'eau sur soi ou là قدامه pour rappeler aux patients de prendre de l'eau. Il faut s'hydrater. La déshydratation est une des complications تاع le diabète. Donc خلي الماء قدامك وكل ما تشوف الماء اشرب شويه pour éviter la déshydratation. D'accord. Quel type de carence il faudrait absolument éviter? Zinc, magnésium, calcium, etc. Professeur Nouri? On évite tout simplement, on mange de façon équilibrée. Hein. Quand on mange des légumes, on a tout l'apport en oligo-éléments. Quand on mange des légumineuses, on va avoir l'apport en fer. Donc, il faut avoir une alimentation équilibrée. Et techniquement, il n'y aurait aucun problème à avoir l'ensemble des éléments requis pour une alimentation qui soit conforme aux besoins du patient. Rapidement, docteur, quel aliment faut-il éviter pendant le ramadan? Bon, la liste est longue, mais... La liste est très longue et c'est tout un domaine. Alors, pour faire rapide, alors, ce qu'il faut éviter, ou si on prend, il faut prendre en petite quantité et au détriment d'autres choses. C'est-à-dire que le patient diabétique, c'est comme tout le monde, hein, il a envie de prendre, par exemple, un morceau de قلب اللوز. Voilà, il est que قلب اللوز, ما ناكلش, par exemple, un fruit. Le plat principal, etc. Alors, les aliments à éviter, on a tout ce qui est boissons sucrées, boissons gazeuses, les jus industriels, etc. Les aliments ont haute teneur de sucre. Par exemple, les sucreries, les pâtisseries, zlabia, qalbellos, tout ça, il faut les éviter au maximum. Et certains plats, et à leur tête, celui qui est dans le podium, c'est tagine l'hlou. Tagine l'hlou, c'est 80% de sucre. Donc, il a le plat d'y fait 100 grammes, عارف باللي راك تاكل 80 grammes تاع السكر. Donc voilà. On peut manger chouïa, mais aussi en diminuant autre chose. Et puis tout ce qui est pain, kesra, matloa, etc., il faut en prendre vraiment en toute petite quantité parce que là aussi, on est dans du 50% de sucre. Professeur, est-ce que le jeûne risque d'aggraver le Covid? Sincèrement, je ne vois pas comment une personne qui est en forme, qui est apte à jeûner, va jeûner, je ne vois pas comment elle pourrait aggraver un Covid. Par contre, une personne à risque qui jeûne malgré l'interdiction et qui est donc à risque, donc elle est à risque d'avoir un Covid, forcément quand elle jeûnera, elle aggravera ses conditions de Covid. Mais non, pas spécialement. Alors, deux dernières questions d'internautes. Docteur, doit-on maintenir l'activité physique durant le ramadan? Oui, absolument. Même, il faut maintenir l'activité physique durant le ramadan. Alors, Salat Tarawih, par exemple, est une activité physique. Aujourd'hui, on est dans un confinement. On va voir comment les choses vont évoluer. Mais on peut faire Salat Tarawih chez soi, à la maison. C'est de l'activité physique, faire de la marche. Aujourd'hui, il y a plein de chaînes YouTube qu'on peut suivre qui te montrent comment faire de l'activité physique. Ou sinon, il faut en parler avec son médecin parce que c'est aussi en fonction de son traitement, de son niveau de risque, etc. Mais dans l'absolu, il faut avoir une activité physique durant le ramadan. Très bien. La dernière question est pour vous, le professeur. Comment se fait-il que je sois hyperglycémie et en hyperglycémie alors que je n'ai rien mangé de la journée? Oui, on peut être à 3 grammes, 3 grammes 50 alors que vous n'avez rien mangé. Pourquoi? Parce que, l'insuline est l'hormone qui est à l'origine de la diminution de la glycémie dans le sang. Comment elle le fait diminuer? En le faisant rentrer dans la cellule, c'est-à-dire dans les tissus pour qu'il soit brûlé et qu'il donne de l'énergie. Quand on a une baisse de l'insuline ou bien quand on a une insulinorésistance, c'est-à-dire que cette insuline ne travaille pas bien, donc elle ne va pas faire rentrer le glucose dans les tissus, il va rester dans la circulation sanguine et le corps va essayer de produire du glucose parce qu'il en a besoin. Bref, on va fabriquer du glucose en le faisant retirer à partir du foie ou à partir du tissu adipeux, c'est-à-dire à partir de notre gras ou de notre muscle, on va fabriquer du sucre qui va aller dans la circulation sanguine, en plus du sucre qui n'a pas été consommé par les tissus. Et donc, on risque d'être en hyperglycémie majeure alors qu'on n'a rien mangé. Le sucre ne provient pas seulement de l'alimentation. Le corps peut le fabriquer à partir du gras du muscle ou du tissu, donc du gras du muscle ou à partir du foie. Voilà, en gros, une explication un peu basique sur ça. Merci beaucoup, professeur Nassim Nouri. Je rappelle que vous étiez en direct du CHU de Ben Badis de Constantine. Vous êtes endocrinologue, diabétologue, chef de service endocrinologie et diabétologie au CHU de Constantine. Vous êtes également un formateur en éducation thérapeutique. Ce fut vraiment un plaisir d'échanger avec vous. Merci Ahmed, merci Walid, et je souhaite un Ramadan Karim à l'ensemble à vous deux, donc à tout le monde, à tous ceux qui nous écoutent, qui nous ont écoutés. Inch'Allah, Inch'Allah.
Fsaat al-Khair, merci beaucoup, professeur. Merci au docteur Walid Benezala également Merci à d'avoir vous. été avec nous. Voilà pour ce numéro spécial diabète consacré bien sûr au Ramadan. On a pris beaucoup plus de temps que prévu pour la simple raison qu'il y avait beaucoup de choses à dire. D'autres questions vont arriver et nous allons les poser la prochaine fois. Bien sûr, n'hésitez pas à nous envoyer vos remarques sur les plateformes web habituelles YouTube, LinkedIn et Facebook. Salam. Ramadan Mubarak. هذا العدد برعاية لابوغاتوار ليلي.